15 mars 2026, fin d'après-midi. À l'Élysée, dans le silence pesant de son bureau, Emmanuel Macron repose lentement le combiné blême. Le choc est brutal. Sébastien Lecornu, son fidèle Premier ministre depuis 1 an et demi, vient de claquer la porte. Une décision sans appel. En quelques instants, le chef de l'État se retrouve plongé dans la plus redoutable tempête politique de son second quinquennat. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les prochaines 24 heures vont lui ouvrir les yeux sur une vérité glaçante. Sans Lecornu, tout vacille. Ce qui aurait dû être une simple transition va se muer en reddition. Totale. « Il va pas oser me faire ça !» maugré Macron tournant en rond dans son bureau comme un fauve piégé. Jusqu'à la dernière seconde, il s'était accroché à l'idée que tout ça n'était qu'un coup de pression, un moyen de faire monter les enchères. Mais à l'autre bout du fil, Lecornu avait un ton glacial sans équivoque, le rideau tombait. Et dehors, le théâtre politique s'embrasait déjà. BFM TV dégaina la première flash spéciale. Sébastien Lecornu claque la porte de Matignon. En quelques battements de cœur, l'onde de choc parcourut les rédactions. La démission tournait en boucle et avec elle l'image d'un président soudain, très seul. L'ambiance à l'Élysée, un chaos feutré mais total. Dans le salon doré, Alexis Kohler sonnait l'alerte cellule de crise improvisée. Visage tendu, regard fuyant. « On a peut-être 2 jours avant que tout parte en vrille !» lâchait-il devant une poignée de conseillers blêmes. Pendant ce temps, Macron, déjà accroché à son téléphone, lançait désespérément des appels. Il fallait combler le vide, trouver un successeur, n'importe qui. Enfin, non pas n'importe qui, car remplacer Lecornu s'avérait bien plus complexe qu'imaginé. Et l'horloge, elle ne faisait que tourner. « Qu'on me passe, Édouard Philippe, tout de suite !» lâcha sèchement Macron. L'ancien locataire de Matignon, aujourd'hui maire du Havre, semblait être le joker évident, profil rassurant, image solide et l'aura rare de celui qui rassemble bien au-delà de son camp. 19h30, le téléphone sonne, Philippe décroche. « Emmanuel, j'ai vu passer la nouvelle. C'est bien malheureux. Édouard, je vous en prie, le pays a besoin de stabilité. Et moi, j'ai besoin de vous. » Silence. Puis le couperet. « Ma mission est au Havre, monsieur le président. Ce ne sera pas moi. Bonne chance dans vos recherches. » Clair net sans bavure. Premier camouflé. Macron serre les dents. Pas le temps de ruminer. Il doit déjà penser au suivant. Macron n'avait pas dit son dernier mot. D'un ton pressé, presque soulagé d'avoir une idée, il lança « Et Bruno Le Maire ». Le profil était béton ministre de l'économie sérieux, connu à l'international crédible dans les cercles bruxellois. Sauf que voilà, Bruno était justement à Bruxelles. Qu'à cela ne tienne, Emmanuel dégaina son téléphone personnel et appela direct. « Bruno, il faut que tu reviennes. J'ai une offre que tu ne peux pas refuser. » Mais si justement il pouvait. « Emmanuel, ma loyauté envers vous est entière. Mais Matignon très peu pour moi. Je reste à Bercy, là où je suis utile. » Deuxième revers. Cette fois, c'est la stature qui manquait pas la fidélité. L'ambiance dans le cercle rapproché de Macron virait au gris foncé. La tension était palpable, les fronts plissés, et cette question résonnait comme un glas. Si même les fidèles nous tournent le dos, qui va bien vouloir se mouiller? À 20h30, changement de tactique. Macron se tourna vers un nom qui brillait encore d'ambition, Gérald Darmanin. Depuis longtemps, le ministre de l'Intérieur rêvait de Matignon. L'occasion semblait parfaite. Emmanuel décrocha son téléphone. À Lille, en pleine réunion préfectorale, Darmanin reçut l'appel présidentiel tant attendu. « Monsieur le Président, c'est un immense honneur, mais j'aurais besoin d'un délai. Donnez-moi 24 heures pour y réfléchir. C'est un virage qui redessine une vie. Ni oui ni non, une porte entr'ouverte. » Mais Macron lui espérait qu'elle s'ouvre en grand. Chaque heure qui passait grignotait un peu plus l'autorité de Macron. Le pouvoir lui échappait comme du sable entre les doigts. Sur les plateaux télé, les éditions spéciales s'enchaînaient sans relâche, toutes braquant leurs projecteurs sur l'Élysée en crise. Macron, face à son ivresse politique, annonçait les bandeaux en boucle. Qui osera succéder à l'indéboulonnable Lecornu, se demandait journaliste et éditorialiste. Dans son bureau, le président compulsait frénétiquement son répertoire raturant des noms un à un.
Élisabeth Borne, inlassablement rattachée au fiasco du passé. Gabriel Attal, trop vert, trop précoce pour une mission aussi périlleuse. Et Marlène Schiappa, inconcevable vu le climat actuel. Macron cherchait un nom et ne trouvait que des impasses. 21h30, nouvelle cartouche dégainée François Bayrou. L'allié historique, le pilier centriste, celui qui avait toujours répondu présent depuis 2017. Président du Haut Commissariat au Plan, une institution aussi floue que solennelle. Bayrou cochait toutes les cases, expérience, stature, fidélité. « François, il me faut un homme d'État. J'ai besoin de vous », lança Macron presque solennel. Mais l'homme de peau lucide et imperturbable coupa net. « Emmanuel, mon engagement envers vous est sincère. Mais à 75 ans, Matignon, c'est trop. Et mes électeurs ne le comprendraient pas. » Troisième coup de massue. L'horloge tournait et les portes se fermaient une à une. L'urgence prenait une toute nouvelle dimension. 22 heures approchaient et toujours aucun nom pour remplacer l'écornu. La tension montait, le vide politique devenait insoutenable. C'est alors qu'Alexis Kohler, d'une voix posée mais grave, souffla une idée. « Monsieur le Président, peut-être faut-il changer de registre. Oublier les figures politiques. Miser sur un technocrate, un haut fonctionnaire. » Macron s'accrocha à la suggestion et composa aussitôt un numéro familier, celui de Jean Castex. L'ancien Premier ministre, redevenu maire de Prades, connaissait déjà l'enfer de Matignon. « Jean, la République a besoin de toi, ton expérience est indispensable. » Mais la réponse tomba comme une pierre froide. « Emmanuel, j'ai déjà donné. Matignon m'a coûté cher. Ma famille en a souffert. Je ne replongerai pas. » Quatrième, non. Et cette fois, c'était celui d'un homme qui savait mieux que quiconque ce que signifiait ce fardeau. Les murs dorés de l'Élysée résonnaient désormais d'un vent de panique. Les voix se faisaient plus basses, les regards plus fuyants. « Et si personne ne disait oui ?» souffla un conseiller, le ton chargé d'effroi. Dans un élan quasi désespéré, Macron décrocha à nouveau son téléphone cette fois pour tenter un coup improbable. Michel Barnier, l'ex-négociateur du Brexit totem de la droite classique, aurait pu donner un signal d'ouverture presque historique. « Michel, le pays traverse une tempête. On aurait besoin de votre calme et de votre expérience européenne. » Mais la réponse fut polie et ferme. « Monsieur le Président, c'est flatteur, mais à mon âge, un tel poste serait un Everest et mes amis républicains me le feraient chèrement payer. » Cinquième refus. L'heure tournait, il était presque 23 heures et le fauteuil de Matignon restait désespérément vide. Sur les réseaux sociaux, l'incendie était total. Twitter vibrait au rythme des moqueries et le mot-clé « Roger Macron en panique » caracolait en tête des tendances. Les opposants politiques, eux, n'avaient même pas eu besoin de se concerter, les attaques pleuvaient avec une précision chirurgicale. Macron réalise trop tard qu'il n'a plus personne autour de lui, ironisait Marine Le Pen. Qui voudrait s'enchaîner à un naufrage pareil, balançait Jean-Luc Mélenchon, le sourire probablement aux lèvres. Le monarque est nu et même ses serviteurs fuient le château en flammes, résumait un chroniqueur sans pitié. La machine médiatique s'était emballée et Macron lui assistait en direct à sa propre dissection politique. Il était 23h30. Macron, éreinté, s'affalait dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. « Comment a-t-on pu en arriver là ?» murmura-t-il presque à lui-même. Face à lui, Alexis Kohler baissa les yeux avant de lâcher la vérité nue. Sébastien, c'était notre colonne vertébrale, notre seul point d'ancrage. Sans lui, on est à la dérive. Ces mots, aussi simples soient-ils, résumaient toute l'étendue du naufrage. En 1 an et demi, l'écornu s'était imposé comme l'homme orchestre de l'exécutif pompier en chef en temps de crise, négociateur hors pair à l'Assemblée et porteur des dossiers les plus explosifs. Sa sortie brutale avait laissé derrière elle un vide abyssal. Minuit, ultime tentative désespérée, Macron se tourne vers Caroline Cayeux, ministre déléguée au territoire. « Caroline, vous avez les épaules. L'ancrage local, la vision nationale, vous êtes taillée pour Matignon. » Elle hésite à peine avant de répondre, la voix douce mais ferme. « Monsieur le Président, je suis sincèrement honoré par votre confiance, mais ce rôle est trop écrasant pour moi. Je ne suis pas prête.
Refus numéro 6, un de plus. La nuit promettait d'être longue, très longue. 0h30. Épuisé, vidé, Macron se leva lentement de son fauteuil. On reprendra demain matin. Quelqu'un finira bien par dire oui. Mais les heures passèrent sans repos. Allongé les yeux grands ouverts, il revivait mentalement chaque dossier, mené avec Lecornu, chaque crise surmontée, chaque silence complice. Ce n'était plus seulement une démission, c'était une absence qui pesait jusque dans les draps. 1h du matin. Impossible de dormir. Macron déjà debout compulsait fébrilement les premières éditions de la presse. Et les manchettes étaient assassines. Macron cherche Premier ministre, désespérément tempête à l'Élysée, alors qui veut du trône, Monsieur le Président. Le constat était sans appel. Même les marchés avaient été flairés la panique, l'euro plongeait face au dollar. Il faut rassurer, vite, on perd le contrôle, lâcha-t-il les yeux cernés, le ton cassé. 07h30, nouveau marathon téléphonique. Cette fois, Macron élargissait la liste. Il sortait les noms secondaires, les peut-être, les et si jamais. Stéphane Travers, Jacqueline Gouraud, même Marlène Schiappa qui l'avait pourtant écarté la veille. Résultat, même rengaine. Tous refusaient, poliment, mais sans la moindre hésitation. Même les plus ambitieux avaient fui. Trop risqué, trop instable, trop toxique. Le chaos politique, la chute dans les sondages, le vide au sommet, personne ne voulait hériter du trône brûlant de Matignon. 08h. Un éclair de lucidité perça enfin chez Macron. L'impensable prenait forme dans son esprit. Et si personne ne voulait succéder à Lecornu? Dans un silence pesant, un conseiller osa à peine chuchoter ce que tout pensait, sans oser dire « Monsieur le Président !» Et si l'on rappelait Sébastien peut-être qu'il n'a pas fermé la porte définitivement? Un frisson parcourut la pièce. Une gêne collective s'installa. Cette idée, c'était admettre un fiasco. C'était tendre la main à celui qu'on n'aurait jamais dû laisser partir. 08h30, le masque tomba. Le chef de l'État, vaincu par l'évidence, murmura simplement « Rappelez-le ». Alexis Kohler marqua un silence visiblement mal à l'aise. « Yupoup, Monsieur le Président, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Si ça fuit, on aura l'air de capituler. » Mais Macron, raide comme une lame, trancha net, composez son numéro, maintenant. Quelques secondes plus tard, une voix familière résonna dans le combiné. « Bonjour Emmanuel. Sébastien, on doit parler. Cette démission, peut-être qu'il reste une marge. » Emmanuel, tu connais déjà ma position, je te l'ai expliqué hier. Oui, mais là, c'est différent. La France a besoin de toi, moi aussi. Je viens seulement de réaliser combien tu étais irremplaçable. Et pour la première fois depuis qu'il est président, Macron en était réduit à supplier un membre de son propre entourage. Il était 9h. L'échange s'éternisait. Il invoquait tout le pays, les institutions, l'urgence. Lecornu calme mais ferme. « Tu me demandes de revenir sur une décision longuement pesée. Il faudrait des garanties. Et surtout un nouveau cadre de fonctionnement. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était plus un non. La brèche était là. 9h45. L'échange avait pris une tournure inattendue. « Sébastien, dites-moi ce que vous exigez. Ce qui doit changer changera, je vous le promets. » Le renversement était acté. Le chef de l'État français, jadis tout-puissant, en était réduit à quémander sa survie politique auprès de son propre ex-premier ministre. Et Lecornu, désormais en position de force, dressait calmement la liste liberté totale dans la composition de son équipe droit de blocage sur certaines décisions présidentielles et surtout, plus jamais d'humiliation publique. « C'est entendu, » répondit Macron sans la moindre hésitation. « Tout ce que vous demandez. » 10h30. Lecornu, maître du tempo, temporisait. « Très bien. J'ai besoin d'y réfléchir encore un peu. Accordez-moi quelques heures. » Mais cette simple phrase suffisait à retourner l'atmosphère. Après 13 heures de chaos, c'était une éclaircie, et dans les couloirs de l'Élysée, les espoirs reprenaient vie. « Il va revenir », souffla un conseiller. « Il ne laissera pas tomber Emmanuel, pas comme ça. » Et le jeu d'attente reprit. Lecornu laissait planer le doute, savourant chaque minute de cette nouvelle ascendance sur l'Élysée.
Il savait qu'il avait désormais le pouvoir et il en jouait avec précision. Macron, de son côté, n'en pouvait plus. Un nouvel appel s'imposa. « Sébastien, alors vous avez pris votre décision. »« Pas encore, Emmanuel. Je pèse encore tout ça. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. » À 12h30, les rédactions commençaient à flairer le vent du retournement. Des tractations seraient en cours entre l'Élysée et Sébastien Lecornu, lançait BFM TV, citant des sources internes. 13e, troisième tentative dans la même journée. Macron n'en pouvait plus d'attendre. Sébastien Labourse s'agite, les opposants jubilants. Il faut agir. Revenez. Je reviendrai. Si les règles changent, plus jamais de décision dans mon dos, plus jamais d'humiliation devant les caméras. Je te le promets, Sébastien, tu auras carte blanche. 13h30. La voix de Lecornu fendit le silence comme une lame tranquille. D'accord, je retire ma démission. Mais Emmanuel, n'oubliez rien de ce que nous avons posé sur la table. En un instant, le tremblement de terre éclata. Moins d'une journée après avoir claqué la porte, le même homme redevenait Premier ministre, mais cette fois en position de force absolue. Un communiqué glaçant, lu depuis l'Élysée, officialisa le retournement de situation. Monsieur Sébastien Lecornu reprend ses fonctions de Premier ministre de la République française. La nouvelle explosa sur les réseaux sociaux. Les notifications fusaient, les commentaires pleuvaient. Macron a plié genoux, ironisait la twittosphère. 24 heures pour prouver que sans Lecornu, il n'est rien, s'enflammaient les oppositions. Le roi est revenu et le président s'est agenouillé. 14h30. Dans un Élysée en surchauffe, Macron improvisait une conférence de presse. Le visage tiré, le ton hésitant, il tentait de sauver les apparences. « Les circonstances ont changé », murmura-t-il presque comme une excuse. Monsieur Lecornu a accepté de poursuivre sa mission dans l'intérêt supérieur du pays. Mais les journalistes, eux, n'étaient pas venus pour l'applaudir. Et les questions tombèrent comme des gifles. « Monsieur le Président, votre Premier ministre ne vous a-t-il pas humilié publiquement ? Comment expliquez-vous qu'aucune figure politique n'ait voulu prendre sa place ?» Macron, crispé, sortit une phrase usée jusqu'à la corde. « La politique, c'est l'art du possible, et aujourd'hui, c'est la meilleure issue pour la France. » À quelques mètres de là, dans les couloirs de l'Assemblée, les députés ricanaient. « Il vient de démontrer sa faiblesse la plus totale », glissa un élu de l'opposition. On dirait presque un président captif, détenu par son propre Premier ministre. 15h30. Lecornu franchissait à nouveau les grilles de Matignon. Devant l'entrée, une forêt de caméras l'attendait, prête à capter chaque geste, chaque regard. Et lui détendu, presque rayonnant, il se contentait d'un sourire complice et d'un salut discret. Pas un mot, et c'était bien suffisant. Car dans ce mutisme soigneusement dosé, tout était dit, il avait gagné. Sa simple présence suffisait à rappeler à tous qu'il n'était pas remplaçable. Dans le calme feutré de son bureau, les félicitations affluaient. « Monsieur le Premier ministre », lança un collaborateur en souriant, « cette leçon de pouvoir, c'est vous qui l'avez donnée aujourd'hui. » 16h30, premier conseil des ministres depuis le séisme. L'air était chargé presque électrique. Macron raide balayait la table du regard. Aucun mot sur l'épisode écoulé. Inutile, chacun ici avait compris. Le centre de gravité venait de changer d'adresse. Lecornu n'était plus seulement à Matignon. Il était devenu l'axe autour duquel toute la machine tournait. Sans lui, rien ne bouge, rien ne tient. Les éditorialistes n'ont pas tardé à dégainer leurs plumes acérées. Macron a perdu la main, écrivait Le Figaro. En moins d'un jour, il a démontré qu'il ne peut pas diriger sans Lecornu. 17h30. Les opposants flairaient le sang. Et ils frappaient sans retenue. Macron, c'est terminé, lançait Marine Le Pen. Il vient d'admettre qu'il n'est qu'un pantin entre les mains de son propre Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon lui appuyait là où ça fait mal. Cette affaire met à nu le macronisme, un pouvoir solitaire déconnecté, entièrement dépendant de ceux qui l'entourent. Le roi n'a plus son sceptre. Et Lecornu, lui, n'a même plus besoin de couronne. 18 heures ans. Le verdict tombait comme une gifle. En une seule journée, Emmanuel Macron perdait 8 points de confiance dans l'opinion. Pendant ce temps, Lecornu lui voyait sa popularité grimper.
Ironie suprême, celui qui avait claqué la porte devenait l'homme fort, tandis que le chef de l'État s'effondrait dans les sondages. 18h30. À l'Élysée, la réunion de crise virait à la confession intime. Macron, entouré de ses plus proches, tentait de tirer un bilan de cette journée désastreuse. On a évité l'implosion totale, osa relativiser Alexis Corle. Sébastien est revenu, le navire reste à flot. Mais le président Blême répondit d'une voix lourde. « Alexis, j'ai passé 24 heures à quémander l'aide de mes anciens ministres. Tous m'ont tourné le dos. Puis j'ai dû supplier Sébastien de revenir. Jamais je n'ai connu pareille humiliation. » La lucidité était cruelle. Le pouvoir ce soir-là n'habitait plus le bureau présidentiel. Le séisme institutionnel n'en finissait plus de faire trembler les fondations du pouvoir. Fort de sa victoire tactique, Lecornu passait immédiatement à l'offensive réorganisation générale au sommet de l'État. À partir de maintenant, lançait-il d'un ton assuré à ses équipes, aucune décision stratégique ne se fera sans mon aval. L'Élysée devra désormais passer par Matignon pour chaque annonce majeure. Ce n'était pas une déclaration de guerre, c'était pire une prise de pouvoir en douceur. 19h30. Emmanuel Macron, dans son bureau devenu presque décoratif, tombait des nues. Un coup de fil froid direct signé « Lecornu Emmanuel ». « J'ai appris que vous comptiez communiquer sur la réforme des retraites demain. On va devoir en parler avant. » Le chef de l'État venait de comprendre, il n'était plus aux commandes. Pour agir, il fallait désormais demander la permission au Premier ministre. Les salles de rédaction étaient en ébullition. Les éditorialistes, rivés à leurs écrans, tentaient de mettre des mots sur ce tremblement de terre politique. Ce que vient de faire Lecornu nie, plus ni moins qu'un coup d'État en cravate, lâchait un expert des rouages institutionnels mi-fasciné, mi-stupéfait. 20h30. La descente aux enfers de Macron atteignait son point de non-retour. Celui qu'on appelait hier encore Jupiter n'était plus qu'un figurant dans son propre palais otage d'un Premier ministre qu'il avait cru pouvoir écarter. Ce soir-là, au moment de s'allonger dans ses draps de soie, le président comprenait enfin le poids de sa débâcle. Il avait tenté de renvoyer Lecornu, mais c'est Lecornu qui l'avait mis sous tutelle. Ce quart de journée infernal déclenché par la démission de Lecornu restera gravé dans les annales comme l'instant précis où le chef de l'État cessa de diriger et commença à quémander. Oui, vous avez bien entendu, supplier son propre Premier ministre de faire équipe avec lui. 3 mois se sont écoulés depuis cette claque institutionnelle et rien n'a changé si ce n'est l'adresse réelle du pouvoir désormais. C'est à Matignon qu'on décide. L'Élysée exécute. Macron. Il n'a jamais réussi à recoller les morceaux de sa crédibilité. Pendant ce temps, Lecornu lui règne en solo, distribue les cartes et ne consulte plus personne. Le président, c'est Lecornu. Macron lui fait la figuration lâcher un député avec un cynisme glacial. Une phrase devenue virale, répétée à l'envi sur les plateaux télé, dans les couloirs du Parlement et même sur les réseaux sociaux. La monarchie présidentielle terminée. Bienvenue dans l'ère du vizir. 6 mois plus tard, dans les couloirs d'un sommet européen, le constat était limpide. La scène n'avait plus de mystère, le chef de l'État juste un figurant. Le vrai décideur, il s'appelle Lecornu. Inutile de parler à Macron, glissait à demi-mot un haut responsable européen. Celui qui tient la télécommande, c'est son Premier ministre. Ce fiasco de 24 heures devenu légendaire avait laissé des cicatrices béantes. Macron politiquement diminué, Lecornu sacré capitaine de bord et le système institutionnel français déshabillé en place publique. On retiendra cette séquence comme un tournant majeur de la vie république, ce moment unique où un président a compris qu'il n'était qu'un nom sur la porte et où un Premier ministre a découvert qu'un simple nom bien placé pouvait le propulser tout en haut de l'échiquier. Ceci n'est pas une fiction. C'est le récit brut d'un effondrement présidentiel en temps réel. 12 mois après cette gifle institutionnelle, Emmanuel Macron portait encore les cicatrices invisibles de sa reddition express. En privé à ceux qu'il pensait encore fidèles, il murmurait « En une journée, j'ai compris à quel point j'étais dépendant de Sébastien. Une claque monumentale, sûrement la plus rude de toute ma carrière. Ses aveux sonnaient comme le glas d'une ère d'illusion. Celui qui s'était hissé à l'Élysée à 39 ans, icône du renouveau politique, touchait du doigt une vérité brutale, sa toute-puissance était une illusion fragile.
Cette nuit-là, Emmanuel a pris 10 ans d'un coup, lâché un intime. Il est ressorti brisé comme vidé. Et ce poids-là, il ne l'a jamais reposé. La preuve, sa manière de gouverner avait radicalement changé. Lui, l'homme pressé, le Jupiter impérieux, ne faisait désormais rien sans l'aval de Lecornu. On dirait qu'il vit dans la crainte de le froisser, soufflait un ministre mi-inquiet, mi-amusé. Emmanuel vit désormais dans l'angoisse permanente d'un nouveau séisme politique. Avec Sébastien Lecornu, chaque mot est pesé, chaque geste millimétré. Le rapport de force s'est inversé et ce n'est plus le même scénario de la VE République. Le chef du gouvernement ne se contente plus d'être un second rôle discret. Il occupe désormais le devant de la scène et le président semble relégué aux coulisses. Dans les cercles du pouvoir, une formule mordante fait un tabac. Lecornu commande, Macron suite. Cruelle mais redoutablement efficace. Prononcée d'abord par un élu d'opposition, elle a fait le tour des palais de la République comme un feu de forêt et personne ne la corrige. 6 mois plus tard, à l'occasion du G7 en Italie, les retombées de cette claque institutionnelle avaient franchi les frontières. Dans les salons feutrés des grands de ce monde, un constat silencieux s'imposait, Macron ne rayonne plus. Joe Biden, entre deux apartés, glissait à ses conseillers. Il a l'air ailleurs, constamment les yeux rivés à l'écran. On dirait qu'il attend les consignes de Lecornu. Même Angela Merkel, d'ordinaire avare en commentaires, aurait laissé échapper un murmure lourd de sens. Ce n'est plus le même Macron qu'avant. Le président français, jadis sûr de lui et hyperactif, semblait désormais en quête d'approbation. Comme si cette crise intérieure avait fracturé quelque chose de profond. Et tout le monde, même à l'international, l'avait perçu. Ce qui n'était au départ qu'une querelle de palais à Paris, s'était rapidement transformé en sujet de conversation feutrée dans toutes les chancelleries. L'humiliation d'Emmanuel Macron n'était plus seulement nationale, elle était désormais globale. Un diplomate européen l'a résumé avec amertume. Lorsqu'un président devient le pantin de son propre Premier ministre, c'est l'image d'un pays entier qui vacille. Et pendant que l'Élysée essuyait les moqueries à peine voilées, Matignon savourait sa revanche. En une seule journée, Sébastien Lecornu avait renversé l'équilibre institutionnel, imposé son tempo et démontré qu'il n'était pas un simple exécutant, mais bien un stratège implacable. Le rapport de force s'était inversé et c'est lui qui tenait désormais les cartes. Sébastien a orchestré une partie d'échecs avec une précision chirurgicale confiée un ancien locataire de Matignon presque admiratif. Il a renversé la table, prouvé à Macron qu'il était l'élément central du dispositif et désormais c'est lui qui tient les rênes. Mais cette autorité ne se limitait pas aux mots ou aux postures. Elle s'inscrivait dans chaque rouage du pouvoir, les grandes décisions, toutes filtrées, triées, décantées, à Matignon. L'Élysée relégué au rôle de parapheur. Un conseiller du nouveau maître du jeu l'expliquait sans détour. On tranche ici, on règle les arbitrages chez nous, et on envoie le tout au président pour apposer son sceau. Voilà comment ça fonctionne désormais. En coulisses, la signature présidentielle n'était plus qu'un geste décoratif, un tampon protocolaire vidé de sa substance. Les spécialistes du droit constitutionnel tiraient la sonnette d'alarme. On glisse doucement vers une mutation du régime, s'inquiétait Dominique Rousseau. Le véritable pilote de l'exécutif n'est plus l'homme de l'Élysée, mais celui de Matignon. Mais pour Lecornu, cette situation frôlait la perfection. Adoubé par les faits, renforcé par la crise, il gouvernait avec une assurance déconcertante sans plus attendre l'ombre d'un feu vert venu d'en haut. Un politologue résumait d'une phrase tranchante « Sébastien a flairé la faille ». Il sait qu'Emmanuel n'a plus d'emprise. Il mène la barque à sa guise en toute autonomie, dans tous les recoins du pouvoir, qu'il s'agisse de l'économie, des affaires étrangères ou des réformes sociales. Un seul homme menait la danse Lecornu. Emmanuel, lui, ne faisait que suivre la partition. L'épisode emblématique, la réforme des retraites de septembre 2027. Macron rêvait de repousser l'âge légal à 65 ans, mais Matignon n'en voulait que 64. Résultat, c'est le chiffre de Lecornu qui l'a emporté sans le moindre débat. Le matin, Macron pronostiquait 65 ans et l'après-midi, il dévoilait 64 ans, ironisait un journaliste en coulisses. Entre-temps, une petite conversation avec Sébastien et hop cap changé,
Cette scène, digne d'une tragédie institutionnelle, en disait long sur la répartition réelle du pouvoir dans l'État. Désormais, c'est Lecornu qui dictait les règles du jeu. Macron lui s'ajustait comme un figurant mal inspiré. Et forcément, les opposants ne se privaient pas. Marine Le Pen tirait à boulet rouge pour elle. Macron n'était plus qu'un pantin docile entre les mains de son propre Premier ministre. Mélenchon lui balançait 2 têtes à la tête de l'État, mais une seule avec un cerveau, celle de Sébastien. Et ce n'était pas juste de la provoque, la réalité donnait raison à leurs flèches. Macron ne parvenait plus à incarner la stature du chef d'État façon « veut République ». Il vit dans une sorte de syndrome de Stockholm politique, lançait un chroniqueur narquois. Il s'est accroché à l'homme même qui l'a vidé de son autorité. On aurait cru à une comédie politique si ce n'était pas la réalité de la République. Chaque prise de parole de Macron ressemblait à une dissertation relue par le prof principal, Sébastien Lecornu. Lors des vœux présidentiels de 2027, le scénario s'est encore répété. Jusqu'à la dernière minute, l'équipe de Matignon peaufinait chaque mot du président. C'est Lecornu qui a la main sur le script, glissait un conseiller mi-figue, mi-raisin. Emmanuel lui semblait tétanisé à l'idée de parler sans l'aval de son ancien subordonné. Une absurdité qui soulevait une question de fond, est-ce encore un président ou déjà un pantin institutionnel? Jean Gary, historien au ton piquant, résumait le malaise. Jamais un chef d'État élu n'a paru aussi prisonnier de celui qu'il était censé diriger. On n'avait encore jamais vu ça sous la Veuve République, un président transformé en simple figurant, pendant que son Premier ministre orchestre le moindre détail du pouvoir. À l'Élysée, c'était Lecornu qui tirait les ficelles des têtes d'affiches invitées au dîner d'apparat jusqu'au moindre trajet présidentiel. Rien ne bouge sans son feu vert, soufflait un huissier, l'œil levé au ciel. Même la soupe servie aux invités de marque était validée à Matignon. Une gestion millimétrée presque obsessionnelle qui montrait bien que le vrai chef à bord, c'était Sébastien. Le président, un passager en première classe, sans accès au cockpit. Autour du président, les anciens piliers de son ascension tiraient la sonnette d'alarme. Les visages familiers, Kohler et Mélien Ndiaye, n'en revenaient pas. « Il est méconnaissable !» lâchait l'un d'eux la voix grave. L'épreuve l'a éreinté. Depuis cet épisode, Emmanuel navigue à vue rongée par le doute même envers ceux qui l'ont toujours soutenu. Ce climat de méfiance gangrénait l'appareil présidentiel. Fini le chef sûr de lui capable de trancher sans trembler. À sa place, un homme qui tourne en rond, qui recule, qui temporise. Avant, il fonçait. Aujourd'hui, il calcule, résumait un ministre mi-inquiet, mi-désabusé. Ironie du sort, plus Macron devenait prudent, plus il s'effaçait, tandis que lui cogitait, Lecornu fonçait. Ce décalage de rythme ne faisait qu'accentuer la stature de chef du Premier ministre. Sébastien a saisi une vérité simple, glisse un proche conseiller. En politique, c'est celui qui tranche vite qui s'impose. Pendant que l'Élysée tournait en boucle dans ses réflexions, Matignon lui passait à l'action. Et cette efficacité sans bavure parlait aux Français épuisés par des années de tergiversations molles et de promesses suspendues. Les chiffres ne mentent jamais. Dans les enquêtes d'opinion, la sentence était sans appel. 2 Français sur 3 préféraient confier les rênes à Lecornu plutôt qu'à Macron quand il fallait trancher vite et bien. Un désaveu monumental pour l'Élysée qui voyait la cote du président s'effondrer pendant que celle de son Premier ministre atteignait des sommets. Du jamais vu sous la Veuve République, lâchait un expert en sondage. Jamais un chef de gouvernement n'avait éclipsé à ce point celui qui l'avait nommé. L'ascension fulgurante de Lecornu ne laissait personne indifférent et les rumeurs allaient bon train. Certains le voyaient déjà en chef de file de la majorité pour 2032. Pire encore pour Macron, même en cas de nouvelle candidature, il aurait bien du mal à justifier sa place face à un homme qui l'a éclipsé jour après jour. À l'Élysée, cette hypothèse provoquait de véritables sueurs froides. Ce serait le summum de l'humiliation, lâchait un collaborateur. Être supplanté par celui qui a passé 5 ans à lui dicter sa conduite, Emmanuel, le sait Sébastien, coche toutes les cases pour prendre sa relève. Difficile de le contester, Lecornu coche toutes les cases. Une cote de popularité insolente, une maîtrise des rouages de l'État, un carnet d'adresses bien garni,
Et surtout cette réputation d'homme qui fait les choses là où Macron donne l'impression d'improviser. Face au flou présidentiel, Lecornu incarne le sang-froid et le concret, tranchait un politologue. Si les Français votaient demain matin, la victoire de Sébastien serait presque une formalité. Ce basculement spectaculaire en moins de 2 ans illustre l'ampleur du séisme politique que la crise a déclenché. Le verdict était implacable, Emmanuel Macron n'était plus que l'ombre de sa fonction. Aux commandes, c'était désormais Sébastien Lecornu, seul maître à bord d'un navire nommé République. Jamais sous la 5e on n'avait vu pareille redistribution des rôles. En une seule journée, la France a basculé, résumait un historien des institutions. Et ce basculement a prouvé une chose folle, qu'un président pourtant élu au suffrage universel pouvait être relégué au rang de figurant par son propre chef de gouvernement. Cette séquence restera gravée comme l'une des pages les plus marquantes de la Veuve République. L'instant précis où un chef d'État réalise qu'il n'est rien sans l'ombre de son Premier ministre et où ce dernier découvre qu'un simple « non » suffit à prendre le pouvoir. Emmanuel Macron rêvait d'un règne solitaire, mais il s'est réveillé prisonnier d'un autre. Lecornu, entré dans l'histoire comme serviteur, en est ressorti en souverain. En une seule journée, l'équilibre institutionnel a basculé et la hiérarchie s'est inversée définitivement. C'est une leçon de politique comme on en voit peu, une de celles qui marquent une génération entière. En démocratie, ce n'est pas toujours celui qu'on élit qui mène la danse, mais celui qui sait s'imposer au bon moment. Le pouvoir, ça ne se reçoit pas, ça se conquiert. Mais l'histoire, elle ne s'était pas encore refermée. Car 2 années plus tard, en mars 2028, une révélation explosive fait trembler les couloirs du pouvoir. Un ex-conseiller de Matignon publie dans l'ombre du pouvoir et affirme que le départ de Lecornu n'était qu'un coup monté, une sortie de scène parfaitement chorégraphiée. Non, cette démission n'a jamais été un geste improvisé, écrivait Jean-Baptiste Moreau. Elle avait été planifiée comme un test, une manière de mesurer la dépendance de Macron et de consolider notre emprise. Le livre fit l'effet d'un véritable séisme. La justice s'empara du dossier et mit au jour des enregistrements explosifs. Dans l'un d'eux, on entendait Lecornu lâcher froidement. « Emmanuel est fragile. Si je le pousse dans ses retranchements, il finira par plier. » Une phrase qui glaça l'opinion. Ces révélations furent le coup de grâce pour Lecornu. Aux yeux du public, il ne restait plus que l'image d'un stratège sans scrupules, prêt à tordre les codes de la République pour nourrir ses propres ambitions. En quelques semaines, sa cote de confiance s'effondra de 15 points. Ironie du sort, c'est Macron, l'homme affaibli, qui vit sa popularité rebondir grâce à un regain d'empathie nationale. Puis vint le clash final à l'Élysée, un échange explosif qui scella le destin de Sébastien. En mai 2028, il rendit les armes. Gabriel Attal lui succéda, symbole d'un retour au calme républicain. Le règne de la manipulation prenait fin. 3 années se sont écoulées depuis ce séisme institutionnel et le paysage politique a retrouvé une forme d'équilibre en apparence. Macron a peu à peu reconquis les rênes du pouvoir, mais l'ombre de cette trahison plane toujours sur lui. Il ne fait plus confiance à personne, souffle un intime. Cette cicatrice invisible rappelle qu'on peut être poignardé dans le dos par ceux qu'on croyait de son camp. Et Lecornu évaporé. Disparu du radar politique comme effacé par sa propre chute, replié dans sa terre normande, loin des projecteurs qu'il manipulait jadis, avec brio Sébastien Lecornu, savoure aujourd'hui le silence. Ou plutôt, il s'en accommode faute de mieux. Il récolte enfin ce qu'il a semé, glisse un analyste mi-fataliste, mi-moqueur, car sa chute n'est pas seulement brutale, elle est pédagogique. Exemple parfait de l'arroseur arrosé, son histoire fera date dans les manuels politiques. Une leçon éclatante, on peut gouverner par la ruse, jusqu'au jour où la ruse se retourne comme un boomerang. La morale de cette saga est limpide. Dans une démocratie, mentir peut faire gagner du temps, mais jamais l'histoire. Car tôt ou tard, la vérité refait surface, brutale, implacable et sans pitié pour ceux qui ont voulu la camoufler. Et quand elle frappe, elle ne laisse rien debout. L'épisode Lecornu-Macron. Un cas d'école gravé dans le marbre politique démontrant qu'aucune manigance ne résiste à la lumière du jour.